Bien, bonjour, merci d'être là. Je soupçonne qu'il y en aura d'autres qui vont arriver entre-temps, mais il faut qu'on commence puisque sinon on va chambouler le programme en général et ça va retentir sur les autres. Donc je suis contente que vous soyez là pour écouter ces trois intervenants et avoir envie de lire leurs livres qui sont vraiment remarquables. Notre séance porte un titre qui est « Des printemps arabes à l'hiver des peuples ». Donc on va revenir sur la situation révolutionnaire dans le monde arabe assez rapidement. La question qui probablement sera au cœur de toutes les interventions sera « Que reste-t-il de ces événements inattendus, inédits, surprenants ? Que reste-t-il aujourd'hui de ça ?» Évidemment, la séquence qui a suivi les soulèvements a été marquée par le retour en force de l'autoritarisme, de la violence d'État, mais aussi dans l'émergence des populismes contre les peuples, si je peux citer peut-être quelque chose que vous dites dans votre livre. Et cependant, je pense qu'en dépit de l'écrasement des révolutions, il me semble que quelque chose persiste aujourd'hui de l'esprit de révolte. Enfin, moi, je connais les personnes dont je parle et qui étaient des révolutionnaires de la place Tahrir et qui, même si c'est plus le cas aujourd'hui politiquement parlant, ça reste quand même quelque chose qui a pointé une petite graine, il ne serait-ce que dans la mémoire de cette génération de jeunes révolutionnaires qui ont vécu les événements de 2011. Pour ce faire, nous accueillons donc d'abord, et c'est un peu particulier et particulièrement riche, donc Marion Guénard, qui est journaliste au départ, entre autres au Monde, mais dans plusieurs médias, qui a couvert, vous avez couvert la révolution de 2011 et vous avez vécu donc plusieurs années au Caire, ce qui fait de vous un témoin tout à fait fin de ce qui se passe. Vous avez donc commis ce roman, qui pour un journaliste est un peu surprenant, qui s'intitule donc « Au printemps, on coupe les ailes des oiseaux » aux éditions de l'Aube et vient de sortir au mois de janvier dernier. Et ce récit a au centre l'histoire de jeunes révolutionnaires, jeunes et moins jeunes, qui ont participé, qui ont donné vie aux journées révolutionnaires, et aussi, disons, l'écrasement des aspirations de liberté et de démocratie qui ont suivi les journées révolutionnaires. Je vous laisserai évidemment en dire un peu plus. Moi, je trouve qu'une question que vous posez fortement est celle qui est assez méconnue, celle des disparitions. Il y a de nombreux constants il y a eu et encore aujourd'hui des disparitions d'Égyptiens et Égyptiennes. Et ça, c'est quelque chose qui est pas très connu. Et c'est une question importante qui fait d'ailleurs écho, c'est un peu abusif peut-être, vous me le direz, ça fait un peu écho à la disparition du peuple, qui est un peu un sujet que vous abordez dans votre livre, Pierre Blanc et Jean-Paul Chagnolot, la désagrégation du mouvement et puis l'isolement de chaque individu face à l'arbitraire étatique. Donc, sur ce riche roman polyphonique, je vous donne tout de suite la parole, Marion Guénard. Merci pour cette présentation. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus malgré le beau temps, si je puis dire. Alors, peut-être qu'avant de parler des disparitions, je vais revenir sur ce que vous disiez, le fait que c'est surprenant peut-être pour un journaliste d'écrire un roman, et je vais parler justement de la genèse de ce livre. En fait, ce livre, je l'ai un peu, en tout cas le processus d'écriture, je l'ai vécu comme une forme de... Au départ, il y a une forme de dette à l'égard de la jeunesse égyptienne et plus largement des Égyptiens qui ont participé à la révolution de 2011 dans tout le pays et en particulier sur la place Tahrir.
Parce que pour moi, ça a été vraiment l'événement le plus important de ma vie. Encore aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, ça a été oui, je crois, un événement fondateur et puis qui a vraiment changé mon rapport au monde, changé mes aspirations. Et du coup, je crois que je devais écrire quelque chose sur la révolution égyptienne pour en garder une trace, parce que je comprenais bien qu'avec les années, en fait, donc moi, je suis restée au Caire plusieurs années. En fait, je suis arrivée en 2007 jusqu'en 2014. Donc en 2007, j'étais toute jeune, je commençais à peine le journalisme, et puis j'ai rencontré des jeunes Égyptiens passionnants, très intéressants. J'ai décidé de rester, d'apprendre l'arabe, et 4 ans plus tard, donc il y a eu cette révolution qui est arrivée de façon, peut-être que vous compléterez, mais dans mon souvenir en tout cas assez surprenante. Bon, il y a eu l'épisode tunisien juste avant, mais je me rappelle que quelques jours avant le 25 janvier 2011, avant la première manifestation égyptienne, on se disait quand même que l'Égypte était un pays très... bon, un régime en tout cas qu'on estimait assez solide, avec des forces policières et militaires conséquentes, et puis surtout un pays clé pour pas mal d'acteurs, pour pas mal de puissances, notamment les États-Unis, et notamment dans la relation à Israël, son voisin. Voilà, et donc la révolution a éclaté, et pour moi ça a été oui, un événement extraordinaire, dans le sens où je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai vu la force de la rébellion. C'est-à-dire que c'était pas simplement quelque chose de théorique qu'on peut apprendre à l'école, mais je l'ai vu. J'ai vu le prix aussi que cela nécessitait, parce que j'ai vu plein de jeunes Égyptiens qui se sont engagés, qui ont perdu des amis, qui ont été blessés, et puis après... il y a eu aussi les années terribles qui sont arrivées après, que je détaillerai peut-être plus tard si j'ai le temps. Je crois que ça file. Voilà, et tout ça pour dire qu'en fait, moi, l'intérêt pourquoi je voulais écrire quelque chose, c'est parce que je voulais garder une trace de ça, de ce moment qui m'avait vraiment renversée. Il n'y avait pas simplement renversé un régime, mais qui m'avait renversée, et j'étais pas la seule. Je crois que ça a aussi été un bouleversement intime pour beaucoup, beaucoup de gens qui... ont soit participé, soit observé. Et c'était ça que je voulais raconter. Et je voulais aussi aller à l'encontre de la mémoire collective, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle des printemps arabes en général, on ne se souvient plus exactement des aspirations originelles. Je pense par exemple à la Syrie. On parle de la guerre en Syrie, mais on ne se rappelle plus qu'au départ, c'était des citoyens syriens qui voulaient du pain, de la liberté et de la justice sociale, comme les citoyens égyptiens. Donc voilà, pour moi, l'idée, c'était vraiment ça, c'était de garder une trace, et quelque chose qui va aussi à l'encontre de cette mémoire collective qui arrange aussi beaucoup le régime égyptien, parce que le régime égyptien, depuis toutes ces années, n'a eu de cesse d'effacer en fait les traces de la révolution et de réécrire l'histoire. Voilà. Je voulais que j'enchaîne Oui, je juste dire ce que je n'ai pas dit au début, c'est qu'en fait, ce qui est vraiment prodigieux dans ce livre, c'est qu'on est en compagnie de tous ces personnages. Il y a un nombre assez remarquable de personnages, de femmes en particulier, mais aussi les amis, les maris et tout ça. Et je trouve que l'approche vraiment remarquable, quand on connaît un peu ce que c'est que la révolution en Égypte, c'est de les accompagner dans leur dimension humaine, dans leur vie quotidienne, dans les contradictions internes qu'elles ressentent selon les moments, etc. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais lu avant. Ça, encore une fois, c'est vraiment grâce à des jeunes Égyptiens que j'ai eu la chance de rencontrer. Parce qu'en étant journaliste, du coup, l'avantage immense, un des avantages, un des bonheurs de ce métier de journaliste, c'est de pouvoir rencontrer des gens qu'on n'est pas amené à rencontrer dans sa vie de tous les jours. Et du coup, c'est vrai que j'ai rencontré des jeunes Égyptiens,
bon, finalement, on a fini par se lier d'amitié avec le temps. Mais du coup, j'ai eu accès à pas mal d'épisodes de leur vie intime, c'est-à-dire que je les ai vus grandir aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont rencontrés, par exemple, sur la place Tahrir, qui sont tombés amoureux, qui après se sont mariés, ont eu des enfants. Et ça a été pour moi une source d'inspiration immense dans mon livre. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est vrai que le personnage égyptien principal, qui est une jeune femme qui s'appelle Kawsar, qui avait 20 ans en 2011, et en fait le temps de la narration se passe 10 ans plus tard, donc elle a 30 ans en fait, dans le temps du roman, a vécu cette histoire-là. Elle est tombée amoureuse, la révolution l'a libérée, lui a permis de s'émanciper, de pouvoir choisir de façon plus libre. On peut imaginer son compagnon, son mode de vie, sa sexualité, etc. Donc oui, ça a été, ça c'est très, enfin, de ce point de vue-là, mes personnages sont vraiment empreints de réalité et de personnages de personnes qui existent vraiment. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, peut-être juste 2 minutes, si je peux, vu qu'on parlait de disparition au début de votre intervention. Alors c'est vrai que mon livre, en fait, il y a un des personnages qui disparaît, qui est, comment on dit Exactement, merci. Qui est kidnappé par la police politique. Enfin, on suppose, parce qu'on ne le sait pas, en réalité, on n'a jamais la réponse, par la police politique égyptienne. Et c'est vrai que sans documenter davantage, moi j'ai pas voulu apporter, enfin c'est pas une enquête sur la disparition, mais j'avais envie d'en parler parce que j'étais au Caire quand ce phénomène a commencé, dans les années, je crois, 2015-2016, ça a commencé à ce moment-là. Peut-être ça a même commencé en 2014. J'étais au Caire quand l'étudiant italien Giulio Regeni s'est fait kidnapper et assassiner aussi. Voilà. Et au-delà de ces disparitions aussi, c'est un peu, comment dire, ce que je voulais aussi montrer dans ce roman, parce qu'il y a plusieurs personnages qui disparaissent pour des raisons différentes. C'était aussi une façon métaphoriquement, enfin un peu symboliquement plutôt, de parler de l'effacement en général. Et de ce qu'est vertu à faire le régime égyptien, en fait, le régime militaire depuis qu'il est revenu au pouvoir, si tant est qu'il est lâché à un moment, mais c'est vraiment d'effacer en fait les forces, d'effacer les énergies, d'effacer les espoirs, les projections dans l'avenir, etc. Et c'est vraiment d'écraser sa jeunesse. Et moi, c'est ça, je crois au fond, c'est ça que je raconte dans ce livre, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Merci Marion. Je donne la parole. Sachez que vous aurez un très court moment pour poser des questions ou communiquer des commentaires. Mais Pierre Blanc a la caractéristique d'être un peu pressé dans la vie, et donc il devra nous quitter avant la fin. Donc il me demande, parce qu'il n'a pas le courage de vous le dire, mais il m'a demandé de s'excuser auprès de vous. Pourtant, Pierre Blanc est ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, ce qui m'a beaucoup impressionné, Pierre, j'avoue, je ne savais pas. Consultant auprès du CIAM, le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes, qui est une grosse organisation internationale très ancienne. Docteur en géopolitique, enseignant-chercheur à Bordeaux, à Sciences Agri et à Sciences Po. Mais aussi, tu es un auteur prolifique, parfois avec ton camarade, j'allais dire de gauche, mais je ne suis pas sûre. Et tu es aussi rédacteur en chef de la revue internationale trimestrielle Confluence Méditerranée, que certains d'entre vous connaissent bien. Et donc, je te laisse la parole pour 15 minutes. Bonjour. Alors, j'avais un petit bruit ici. Vous ne l'entendez pas? Donc, bonjour, pardon. Oui, c'est ça, il y a ce bruit. Non, mais ça va aller. Ravi d'être là très furtivement. Je suis un peu désolé. Alors, il me revient de commencer sur notre livre coécrit avec mon ami Jean-Paul.
à ma droite, nous avons accouché de 9 livres, je crois, ensemble. Hein, c'est pas mal quand même. Hein. Un 8 couple ou 9, on prolifique. ne sait plus compter. Bon, bref. Et donc, c'est un livre qui avait l'ambition de parler un peu du monde, alors que habituellement on est plutôt, en tout cas quand on écrit ensemble, sur cette région qu'on affectionne, passionnante mais aussi tragique, qu'est le Moyen-Orient et la Méditerranée Moyen-Orient. Là, on a pris du champ par rapport à cette région, mais vous allez voir, on y revient très vite, très vite. Pour introduire un petit peu, avant de parler de l'idée, je rappellerai quand même que si on a écrit ce livre, c'est parce que c'est 30 ans à peu près après les annonces iréniques d'un nouveau monde, un monde apaisé dans lequel, du fait de l'effondrement de l'URSS, eh bien, on allait aller vers un déferlement de la vague démocratique. Et conséquence de ça, au-delà de la généralisation démocratique, il y aurait de moins en moins de conflictualité, puisque les démocraties se faisant moins la guerre, on pouvait rêver à cela. Or, force est d'admettre que si on est passé d'une conflictualité aux atours idéologiques pendant la guerre froide à une conflictualité aux atours beaucoup plus identitaires aujourd'hui, avec des expressions différentes, que ce soit les nationalismes, peu importe après comment leur dynamique, les nationalismes religieux, les ethnicismes et d'autres figures identitaires qui produisent les conflits que l'on sait. Et pour revenir au titre, le rendez-vous manqué des peuples, déjà avec cela, même si on n'aborde pas cette dimension-là, plutôt incidemment on l'aborde, eh bien force est d'admettre que dans ce paradigme identitaire d'affrontement, on a plutôt l'impression que les peuples ont rendez-vous contre d'autres peuples. La dimension qui nous a le plus intéressé avec Jean-Paul, c'est justement la vague démocratique qu'on annonçait, en particulier dans le monde arabe qui faisait figure d'exception autoritaire dans le monde. C'était une région qui était rétive à la transformation institutionnelle, à la transition démocratique. Et il y a eu ces 10 printemps, on peut les qualifier. Et puis, on s'est intéressé à cela, bien sûr, mais en élargissant notre vision sur ces mobilisations, ces révolutions citoyennes qui ne sont pas des révolutions partisanes, et Jean-Paul pourra peut-être en dire davantage, et qui ont la faiblesse aussi de leur attribut d'être des révolutions citoyennes. Donc, dans le monde arabe, mais ailleurs, souvent, on a pu faire le constat que cette vague démocratique, d'aspiration démocratique au nom de la dignité des peuples, elle avait en général le même soubassement, c'est-à-dire un triptyque que je résumerai. Une dimension morale, c'est la dénonciation de la prédation économique de ces États. Une dimension économique, c'est la dénonciation de l'impéritie économique, l'absence ou la faillite des politiques publiques. Et évidemment, une dimension très politique, le ras-le-bol de l'autoritarisme. On retrouve ces 3 éléments-là dans les 10 printemps arabes, mais aussi ailleurs. C'est ça qui nous a intéressé, qu'on a trouvé intéressant de comparer, si vous voulez. C'est le balayage international qui est intéressant, pour retrouver à peu près les mêmes fondamentaux. Et malheureusement, on annonçait donc cette vague démocratique, en particulier dans cette région qui était caractérisée par cette exception autoritaire, malheureusement dans le monde arabe, mais pas seulement. Force est d'admettre que, en tout cas aujourd'hui, 11 ans après, à force de contre-révolution, eh bien, on est plutôt dans un moment froid de ces printemps. On revient là-dessous. Évidemment, je vais parler de ça maintenant, sauf dans les questions. Vous pourrez poser des questions à Jean-Paul, il sera là, moi je ne serai plus là. Et donc, voilà, donc c'est la première dimension. On s'est interrogé, voilà, pourquoi dans cette décennie finalement toutes ces espérances, toutes ces mobilisations de l'espoir, c'était des mobilisations de l'espoir, comment elles se sont transformées, en tout cas dans les résultats que l'on connaît, avec quand même beaucoup d'échecs pour l'instant, même si la braise de demande de dignité reste présente. La deuxième dimension qui est concomitante et qu'on a voulu relier dans ce livre,
c'est toujours par rapport à la vague démocratique. Alors, je disais, non seulement la vague démocratique n'a pas été au rendez-vous de ce qu'on a annoncé en 1989, certains, plus tard, mais en plus, les démocraties sont, elles, frappées de ce que Yashamoun évoque de déconsolidation démocratique ou d'involution démocratique, peu importe les noms. On sait très bien qu'il y a un risque aujourd'hui sur les démocraties de dérive autoritaire. Donc, en même temps qu'on a abordé cette phase révolutionnaire née de ces mobilisations de l'espoir, on a regardé un petit peu dans les démocraties les autres mouvements, et en particulier ce mouvement d'involution démocratique, qui est concomitant aussi avec des mobilisations qui expriment aussi un besoin de dignité, du Chili jusqu'à Occupy Wall Street, jusqu'à Israël, et tant d'autres figures des mobilisations. On a trouvé aussi ces mobilisations-là, avant de parler du populisme. Donc, dans les démocraties, on assiste à ce double phénomène. Et alors on s'est intéressé là aussi, parce qu'on aime bien chercher à comprendre pourquoi il y a ces deux phénomènes dans les démocraties, à la fois des mobilisations un appétit d'espérance sociale, et en même temps ces dérives populistes. Alors il nous semble que, évidemment, quand on parle de dérives populistes dans les démocraties, on a évoqué l'Inde dans le livre, l'Europe, la vieille Europe, les États-Unis, la Turquie, Israël, on est sur des dynamiques, des contextes très différents. Donc, évidemment, il faut être un peu nuancé dans l'approche de ces soubassements. Mais il nous a semblé, alors dans le livre, on revient évidemment sur le populisme, ce qu'il est. On essaie de le définir. C'est pas une idéologie, c'est plutôt un style politique. Mais je pense que maintenant, à force de pédagogie ailleurs, on commence à savoir ce qu'est le populisme, et en sachant que ce populisme, il emprunte à des figures du passé. Il y a eu plusieurs cycles populistes, il y en a eu au moins, c'est le 4e peut-être, mais fin du 19e siècle, il y a eu un premier cycle sur fond d'industrialisation mal vécue par les uns, par exemple en Europe centrale. Après 29, il y a eu d'autres figures du populisme en Amérique latine. Et puis dans les pays, dans le moment post-colonial, il y a eu dans certains pays décolonisés des expressions, des atours populistes chez certains leaders. Et puis là, aujourd'hui, on est dans cette nouvelle vague qui se nourrit d'éléments d'un soubassement économique et social, ça c'est clair. C'est pas qu'une coïncidence le fait que ce populisme coïncide en particulier avec la crise de 2008-2010. On revient là-dessus, c'est-à-dire sur cette fracture économique de 2008, cette crise immobilière qui devient une crise bancaire, puis une crise financière et une crise de la dette, des dettes publiques, donc qui limite les possibilités des États à soutenir les plus défavorisés en particulier. Mais tout ça venant de loin, et on revient sur cette grande trajectoire qui commence dans les années 80 avec la dérégulation, la mondialisation en particulier, et la financiarisation, c'est-à-dire, là je ne veux pas être trop technique, le basculement vers les profits d'une partie de la valeur ajoutée qui allait vers les revenus. Tout ça a beaucoup déstabilisé, en particulier les pays de vieille industrie, de vieille industrialisation, pardon, l'Europe, les États-Unis. Mais en Amérique latine, la vague populiste qui s'incarne avec Bolsonaro, elle est liée à ce soubassement économique aussi, mais sur fond de chute des matières premières. Je ne reviens pas là-dessus, il faut lire le livre, bien sûr. Voilà. Donc, soubassement économique, voilà, j'espère que j'en ai assez dit pour que vous disiez qu'il faut le lire. Mais effectivement, le soubassement économique et social n'explique pas tout. Parce que cette crise économique et sociale produit les mobilisations certainement de Occupy Wall Street jusqu'aux Gilets jaunes, mais en même temps, le national-populisme qui est très fort aujourd'hui du Brésil à l'Europe, aux États-Unis, mais aussi en Turquie dans un autre contexte et en Inde, est la preuve qu'il y a aussi d'autres raisons que la stricte analyse économique.
Voilà. Il y a un sous-bassement économique, mais tout n'est pas économique, c'est ça qu'on veut dire aussi. Et en particulier dans les sociétés de vieille industrialisation, croisent ou plutôt les difficultés économiques sociales dans une certaine middle class, dans le cadre de la mondialisation, financiarisation, croisent un mal-être lié à ce que certains ont pu qualifier d'insécurité culturelle, je mets des guillemets parce que tout ça donne lieu à des polémiques. Voilà. Donc le national-populisme a certainement un sous-bassement économique, mais il y a d'autres raisons. Et après, en Inde, on revient dans le livre pour expliquer pourquoi en Israël, en Inde, on a ce basculement vers les dérives populistes. Et j'ai presque fini. Combien il me reste 2 minutes. C'est très bien, très bien. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui. Donc dans le livre, l'une des parties, mais j'ai pas tout dit, hein, parce que Jean-Paul va dire des choses, on fait notamment le bilan, parce qu'on a suffisamment de recul maintenant, pour analyser l'éthos, le comportement de ces mouvements nationaux populistes. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, ils finissent par fonctionner tous de la même manière, dans des contextes différents, en progressivement introduisant une involution démocratique. C'est des dérives politiques. Des dérives politiques, c'est-à-dire par le haut le plus souvent, c'est-à-dire, on l'a vu avec Erdogan, hein, qui fait voter un référendum, méfions-nous des référendums, hein, pour pouvoir être prolongé président, et puis pour transformer le régime en régime présidentiel. Et puis, il met la main sur le pouvoir judiciaire. Enfin, voilà, contrôle par le haut. La Turquie est un exemple, mais il y a bien d'autres exemples. La Hongrie, le Brésil, tous donnent à voir cette dérive politique par le haut, mais aussi par le bas. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire par le contrôle de la société civile, progressivement, les partis, les ONG, en Israël, par exemple, au Brésil, où on contrôle certaines ONG, en Inde. Voilà, on retrouve le même ethos, par le haut, par le bas. Ça, c'est les dérives politiques. Deuxièmement, ce sont les dérives médiatiques, mais là, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, ça paraît assez évident. Là, il y a différentes techniques de restreindre la liberté médiatique dans ces pays-là. Voilà, autant de pays, autant de façons de faire, mais en dernière instance, c'est le contrôle médiatique. Troisième type de dérive qu'on évoque, ce sont les dérives académiques, c'est-à-dire le contrôle de la vie universitaire, scientifique, hein, au Brésil, enfin dans tous les pays que j'ai dit, on retrouve ça. C'est-à-dire que, et Jean-Paul va peut-être en parler, la tendance c'est de contrôler donc les médias et la vie universitaire, c'est le rapport à la vérité que ces régimes veulent modifier. D'ailleurs, ils sont arrivés au pouvoir par un populisme numérique qui s'abstrait fortement du rapport à la vérité. Et une quatrième dérive, et il y en a d'autres, parce qu'il y a des dérives, le mépris de ceux qui sont considérés comme des minorités, il y a d'autres dérives, mais il y a une quatrième dérive, c'est la dérive, comment dirais-je, morale, c'est-à-dire ce que les Britanniques appellent le crony capitalism, le capitalisme des copains, hein, de connivence. J'ai cherché le terme, merci Jean-Paul. C'est pour ça qu'on fait des livres à deux, parce que ma mémoire défaille. Donc le capitalisme de connivence, c'est presque caricatural, mais de la Hongrie à l'Inde, on a, en quelques années, un resserrement des intérêts économiques autour de ces leaders qu'on qualifie de nationaux populistes. Voilà, donc c'est cette comparaison qu'on a voulu faire, entre autres, dans le livre, c'est pas seulement ça, au-delà du constat, du premier bilan qu'on peut faire sur les mobilisations dans les régimes autoritaires. Donc on a regardé les régimes autoritaires et l'échec, entre guillemets, des mobilisations, et de l'autre, le risque d'effondrement, voilà, dans les pays démocratiques. J'espère que c'était à peu près clair. Jean-Paul, de toute façon, va clarifier tout ce que je n'ai pas dit. Très clair, c'était clair. Ça montre bien un peu cette approche que je trouve particulièrement fine de la question du populisme. Hein, n'est-ce pas? Tu es d'accord? Non, mais c'est vrai que c'est plein de facettes et donc c'est vraiment très riche.
Éventuellement, après, je vous poserai une question, mais sans tarder, je vais donner la parole à mon président de l'IREMO, Jean-Paul Chagnot. Tu es professeur émérite, m'a-t-on dit, des universités. Tu es un politiste, un expert, un des plus grands experts du Moyen-Orient et du monde arabe dans le monde. Tu es un fin connaisseur de la Palestine. Paris 5e. Paris 5e. Tu es un très fin connaisseur de la Palestine notamment, sur lequel tu as beaucoup écrit. Tu es toi aussi impliqué dans Confluence Méditerranée, que tu as contribué à créer avec d'autres collègues et amis, dont tu es le directeur, et tu écris beaucoup de livres, pas que avec Pierre Blanc. De temps en temps, ça t'arrive d'écrire des livres sans Pierre Blanc. Oui, et ça arrive de nous séparer. oui, c'est des choses qui arrivent. Et donc, je te laisse la parole pendant 15 minutes aussi pour compléter quelques lacunes que certainement Pierre a. Je t'en prie. Je te remercie, bonjour. Je vais rajouter un peu de modestie par rapport à tout ce qui a été dit. C'est-à-dire que bon, on a essayé de faire un bouquin parce qu'on a eu le sentiment qu'il y avait beaucoup d'illusions dans l'approche des questions politiques, et notamment dans notre région Moyen-Orient. Je dis notre région Moyen-Orient parce qu'on y est évidemment très, très attaché et on la suit de très près. Et que c'est au fond globalement un monde qui va mal. Alors c'est pas un scoop, hein, c'est même pas la peine de lire le livre pour voir ce scoop, mais on a essayé de comprendre un peu les choses, et par rapport à ce qu'a dit Pierre, moi je vais me focaliser sur un point qui au fond a beaucoup entraîné de livres, beaucoup aussi généré d'illusions, de romantisme aussi, c'est la Révolution. Et alors, pour certaines personnes, pas pour tous, bien entendu, hein, pour certains, la notion même de révolution est quelque chose de scandaleux, d'inacceptable. On peut imaginer pourquoi. Mais pour beaucoup, peut-être plus à gauche qu'à droite, je ne sais pas, c'est vraiment quelque chose qui est un peu idéalisé. Et c'est ça qu'on a essayé de déconstruire. Et en quelques minutes, je voudrais juste reprendre ça en trois mots, pour essayer de déconstruire un peu, ou plutôt essayer sous un angle. Il y en a 1000 autres. Donc ce n'est qu'un angle de vue. Hein. On ne prétend pas du tout avoir apporté un éclairage important, juste un regard. Et ce regard, donc, en trois mots. Légitimité, citoyen et violence. Et en réfléchissant ces trois mots, le premier, c'est légitimité. Quand on a affaire à un mouvement révolutionnaire, alors moi j'étais aussi en Égypte, en Tunisie, enfin on a beaucoup voyagé évidemment, et dans tous les cas de figure, et bien au-delà du monde arabe, on retrouve toujours une idée fondamentale qui est que la révolution se déploie contre un régime. Si on prend l'ancien régime et la révolution de Tocqueville dont nous parlions tout à l'heure, c'est une révolution contre l'ancien régime pour changer voilà. Donc c'est vraiment une question de légitimité. Donc le mouvement qui se met en marche conteste radicalement la légitimité du système en place. Et ça, on retrouve ça partout. Et dans le Moyen-Orient et dans le Maghreb, il y a eu aussi évidemment cette idée. On récuse radicalement le régime autoritaire, voire totalitaire de Bachar el-Assad, le régime autoritaire de Ben Ali, le régime de Moubarak, etc. Et là-dessus, il y a une espèce de fusion qui s'opère autour de cet élan sur une critique radicale de la légitimité. On n'en veut plus. Ensuite, on ne sait pas. Et je vais revenir là-dessus après. Ensuite, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, dans une seconde. C'est l'idée que tous ces gens qui fusionnent, eh bien, ils sont ensemble pour remettre en question cette légitimité, mais au fond, ils ont des approches radicalement différentes de ce que pourrait être un autre régime. Et c'est ça, la grande contradiction. Et on croit toujours, nous, un peu romantiques, un peu de gauche, un peu de ceci, un peu de cela, ceux qui ont une certaine conception de l'histoire, c'est que, au fond, une révolution, c'est synonyme de liberté. Une révolution, c'est synonyme de progrès social. Les choses vont changer, vont aller mieux. L'avenir va être radieux, etc., etc. Ce qui est tout simplement historiquement faux. Je prends juste un exemple sur cette question de légitimité, avant d'essayer d'expliquer pourquoi, dans un mot, c'est la révolution iranienne. La révolution iranienne est un bon exemple, parce qu'en plus on a du recul, 79, c'est pas tout à fait hier, quoi. Quand vous regardez les positionnements de la gauche
française par rapport à la Révolution. C'était extraordinaire. Sartre, qui était quand même assez représentatif de la gauche de l'époque, Michel Foucault. Eh bien, il faut relire, et on le cite dans le bouquin qu'il faut acheter pour avoir le détail de la... Bon, et Foucault et Sartre disent formidable, formidable. C'est la révolution, le chat, la Savac, la police politique, va être chassée, etc. Michel Foucault va à Téhéran au moment où Khomeini arrive, et puis il fait un article pour la presse italienne qui est extrêmement laudatif. Bravo, c'est magnifique. On connaît la suite. Liberté, progrès social, voilà. Bon, et je prendrai 50 exemples. Ça, c'est ma première idée. Donc la question de la légitimité, on est bien d'accord qu'il faut la récuser, mais on ne sait pas quoi faire après. Ça, c'est ma première remarque. Enfin, notre première remarque. Deuxième mot, c'était citoyen. Et je crois que c'est très important, ça. C'est qu'il y a au moins 2 types de révolutions. Il y en a peut-être 50, chacun fait sa typologie. Là aussi, on ne prétend pas avoir défini une typologie, évidemment. Mais il y a deux types de révolutions. Les révolutions partisanes et les révolutions citoyennes. Et je dis pas démocratiques, je dis citoyennes, justement pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure. Partisane, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mouvement révolutionnaire qui se prépare de loin, qui est structuré autour d'un parti politique. À chaque fois, vous avez un chef, un leader. Pensez à Mao Tse-tung, pensez à, comment s'appelle-t-il, Lénine. Pensez à Fidel Castro, à Khomeini. Vous avez là un leader qui entraîne une mobilisation. Et ça, ce sont les révolutions partisanes. Et par conséquent, ces révolutions partisanes, elles savent, et depuis longtemps, ce qu'elles veulent mettre en place comme nouveau régime. Elles récusent la légitimité, mais aussi, bien entendu, elles savent, globalement, quel type de régime elles vont mettre en place. Or, les autres types de révolutions, à notre avis, modeste, c'est à mettre sur le tapis, on discute, c'est, il me reste combien de temps, 5 minutes? Non, vas-y. C'est les révolutions citoyennes. C'est-à-dire qu'on a là à faire des mouvements qui coagulent, qui fusionnent, qui se rassemblent dans des espèces de ferveur révolutionnaire pour 1000 raisons. Ils se connaissent pas. Et moi, j'ai vu ça à Place Tahrir, notamment. C'est extraordinaire, cette espèce d'effervescence presque joyeuse, parfois, dans l'élan, tout en sachant les risques, évidemment. En Syrie, c'était pas joyeux, parce que très vite, on s'est fait canarder grave, on s'est fait tuer, assassiner. Mais bon, c'est l'idée globale. À Hong Kong, changeons une seconde à Hong Kong, c'est pareil, la révolte des parapluies, c'est extraordinaire. C'est tous ces jeunes et moins jeunes qui se sont précipités. Or, ils n'avaient donc pas d'organisation politique, ils n'avaient pas de chef, et ils n'avaient pas, évidemment, de convergence idéologique. Chacun y allait avec son idée. Ce qui fait que quand arrive le moment où les dictateurs sont partis, formidable. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et à ce moment-là, c'est terrible, parce qu'il y a une cacophonie dans les mouvements. Le corps politique qui était constitué par tous ces manifestants, eh bien, se disloque, littéralement. Et là aussi, je vais revenir sur un point très précis. Et donc, ces révolutions citoyennes, elles ont cette force et cette ferveur liée à cette capacité spontanée, dans un premier temps, de mobilisation, puis ensuite elles s'auto-organisent comme elles le peuvent. Mais après, eh ben ça se disloque. Et il est rare de voir des pays où finalement on arrive à se mettre ensemble pour discuter de ce qu'on veut faire. La Tunisie, Chérif, c'est un bon exemple où il y a eu ce que j'appelle moi un moment constitutionnel. Ça a duré quand même en 2012-2013. Il y avait une assemblée constituante. C'était quand même assez extraordinaire. Moi, j'ai été... j'ai pas participé, j'ai été voir les députés à la constituante. C'était extraordinaire. Ils étaient en désaccord, mais en radical. Mais en même temps, ils ont dit on va faire un contrat socio-politique, social, et on a réussi à le faire. Je ne parle pas de la suite. Mais au moins, si vous voulez, c'était très intéressant, ce moment constitutionnel. On se met ensemble et on essaie de voir comment on peut penser l'avenir. Et on a fait une constitution qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, voilà. Mais sinon, ailleurs, ça s'est pas fait. En Égypte, ça s'est pas fait. Évidemment, il y a eu une répression beaucoup plus rapide. Donc, vous voyez, cette idée de révolution citoyenne, c'est sa force, mais aussi sa faiblesse structurelle considérable. Et c'est là que vient le troisième mot, légitimité citoyenne. Et j'insiste sur le mot citoyen, pas démocratique, parce que souvent les citoyens peuvent porter des projets qui ne sont pas démocratiques. C'est trop facile de dire révolution démocratique. C'est se faire plaisir, mais c'est faux. La révolution iranienne n'était pas une révolution démocratique. La révolution léniniste n'était pas une révolution démocratique, etc., etc. Bon, c'est un débat. Et enfin, le troisième mot... La révolution fasciste en Italie... La révolution fasciste n'était pas vraiment démocratique encore. Celle-là, on peut discuter. Non. Donc, troisième mot, c'est la violence. Et c'est ça qui aussi est très important. Parce que
On a affaire donc à ce mouvement disparate qui se rassemble. Je ne veux pas revenir sur ce que je viens de dire. Mais à un moment donné, il y a quelque chose en face, qui est la violence d'État. Et la violence d'État, il faut rajouter un mot, c'est qu'elle est sans limite. Sans limite, première chose. Et deuxième chose, cette violence d'État sans limite, il n'y a pas de borne. On tue, on enferme, on torture. Et cette violence sans limite, elle s'est très vite, alors que le mouvement est collectif, individualisé. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on parle beaucoup de ces mouvements collectifs, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe quand la manifestation est terminée? La police politique ou la police ou l'armée vient chercher un par un les manifestants. Par exemple, à Hong Kong, pour prendre cet exemple, qui nous sort du Moyen-Orient, on va chercher les gens chez eux parce que c'est très, très moderne comme système de contrôle et puis on les fait disparaître. Et on revient à ce que vous disiez sur la disparition. Ils disparaissent, on efface. Et ça, c'est un drame terrible. Beaucoup des jeunes qui étaient en tête de ces manifestations se sont exilés. Et il faut ajouter aussi que des segments entiers des populations ont dû s'exiler. Il y a eu des exils individuels, beaucoup, nombreux, mais il y a aussi des exils de masse. La Syrie est un exemple évident. Mais si on sort du Moyen-Orient, le Venezuela aussi est un exemple où vraiment les gens partent. Donc vous avez cette individualisation de ce mouvement qui devient chacun, non pas chacun pour soi, mais chacun face à soi et face à la violence d'État sans limite. Et cette violence d'État, elle va très loin. Et il faut encore ajouter un dernier point. Les régimes qui sont en collusion plutôt, pardon, mais collision aussi de la même manière, avec ces violences d'État, viennent soutenir. Il se passe des choses au Bahreïn, l'Arabie Saoudite envoie ses troupes. En Syrie, l'Iran est intervenu. La Russie est intervenue. Enfin, je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez tout ça. Autrement dit, il y a eu une mobilisation de toutes les forces réactionnaires, anti-révolutionnaires, qui ont contribué à écraser un mouvement qui l'était déjà largement par la violence d'État. Et vous remarquerez, ironie de l'histoire, c'est que les pays qui sont intervenus pour soutenir les contre-révolutions, c'est des pays révolutionnaires, ou plutôt des pays où il y a eu révolution. Vous voyez bien, le mot devient beaucoup plus sec. Il ne dégage plus de romantisme. Les Russes, c'est la grande révolution de 1917. La Chine à Hong Kong a écrasé, par la loi de juin 2020, a écrasé le mouvement. Mais quand je dis écrasé, c'est absolument terrible. Vous manifestez dans la rue, vous avez 20 ans de prison. Donc l'exil à Hong Kong est considérable. Donc la Chine révolutionnaire et ainsi de suite, l'Iran, enfin bref, vous voyez. Donc on est dans ce mouvement d'écrasement. Et nous, ce qui nous a beaucoup frappé, on appelle ça le rendez-vous manqué des peuples, c'est que il y a cet élan, cet enthousiasme, et il y a cette réalité brutale que finalement ces mouvements n'ont pas pu ou pas su gérer. On peut après ouvrir la discussion 1000 fois, quoi. Le cas tunisien est un cas différent parce qu'il a réussi au moins ce moment constitutionnel. Ça, c'est extraordinaire. Ce moment constitutionnel, c'est-à-dire cette capacité de se mettre ensemble pour discuter de l'avenir. Après, les contradictions sont emportées, c'est un autre sujet et je ne vais pas l'aborder ici. Et pour conclure, dans les minutes 30 qui me restent, il y a un livre que nous aimons beaucoup, Pierre et moi, c'est L'homme révolté de Camus. L'homme révolté de Camus, Camus descend les révolutions d'emblée, parce qu'il dit la révolution dévore ses propres acteurs. Il a raison, complètement. Il dit qu'on oublie l'idéal et on en vient évidemment ensuite à la violence. Et c'est très juste. Mais en même temps, Camus a cette formule au début du bouquin. Il a cette formule qu'on aime bien, qu'on a mis d'ailleurs en exergue dans le livre que vous allez peut-être lire, alors qu'il est paru chez Autrement, etc. C'est je me révolte, donc nous sommes. Et dans cette formule, je me révolte, donc nous sommes, c'est-à-dire nous existons, nous, notre être humain, notre dignité, on la retrouve à travers la révolte. Et je crois que ces révolutions citoyennes, elles partent d'une révolte, justement, avant de devenir révolution. C'est-à-dire une révolte individuelle, spontanée, avant que ça ne devienne une révolution citoyenne dans les conditions que j'ai brièvement évoquées. Et donc Camus met le doigt sur chose de fondamental. La révolte est, je dirais, consubstantielle à la dignité humaine. Il faut se révolter. C'est donc pas du tout une critique de la notion de révolution, bien au contraire. Sauf, voilà, les conditions, les configurations historiques, politiques, concrètes, elles sont extrêmement lourdes. Autrement dit, le prix à payer est considérable et qu'il y a encore donc un long chemin à faire. Voilà, en quelques mots. On passe au débat. Oui.
Alors, merci Jean-Paul, c'était assez clair, mais c'est pas pour faire de la pub. Hein. Je trouve que vraiment ça mérite une lecture attentive. Est-ce que, Marion, vous avez une question, un commentaire à faire? Au revoir, Pierre. Il faut savoir que Pierre est venu spécialement de Barcelone et repart. Donc, franchement, bravo Pierre. Bon, excuse-moi, je disais, est-ce que ça vous a, ces deux interventions assez denses, est-ce que ça vous a suscité une envie de poser une question ou un commentaire? Une critique virulente. Non, pas du tout. C'était très intéressant. Il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais bien discuter plus, mais ce qui m'a marqué, c'est la façon dont vous avez parlé de la violence d'État qui est sans limite. Et moi, il y a une histoire qui m'a bouleversée, qui m'a vraiment, qui a contribué au fait que ce livre existe, parce que c'était un moment de l'écriture où j'étais en train de défaillir un peu, j'étais plus très sûre de moi. Et c'est l'histoire d'une jeune femme égyptienne qui s'appelle Sarah Hegazi. Je sais pas si vous avez entendu parler d'elle, qui est une jeune égyptienne homosexuelle et qui a brandi un drapeau arc-en-ciel dans un concert. C'était dans les années 2013-2014, je sais plus exactement. Bref, elle a été comme des gens ont pris des photos d'elle, les photos ont été diffusées sur les réseaux sociaux, même aussi je crois qu'il y a eu des photographes professionnels qui ont pris des photos d'elle. Donc elle a été arrêtée, torturée, puis finalement elle est partie en exil au Canada et elle s'est suicidée il y a à peu près 2 ans. Voilà. Et moi je connaissais pas Sarah, mais quand j'ai appris sa mort, ça m'a vraiment bouleversée parce que j'ai trouvé ça terrible à quel point justement cette violence étatique peut aller vous chercher jusque dans votre exil, et elle vous lâche pas, elle vous tient. Elle a laissé quelques mots, je crois, pour expliquer son geste, mais je me rappelle plus exactement ce qu'elle disait, mais ce qu'elle disait, c'était voilà, désolée, la vie est insupportable. Et voilà. Mais malgré tout, je pense que pour finir sur une note un peu plus lumineuse, et revenir sur cette histoire de bouleversement intime sur lequel j'ai bien insisté au début, je crois que malgré tout, ça c'est quelque chose que les gens qui ont participé à ces mouvements, à ces révolutions, ces mouvements populaires, citoyens, portant eux. Et je crois qu'il y a quelque chose, moi je vois autour de moi les Égyptiens qui ont participé, qui sont toujours là, ont changé. Et voilà, et c'est quelque chose, on peut espérer qu'ils vont le transmettre presque malgré eux aux générations qui suivent. Et voilà, et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas leur enlever, ni nous enlever en général. Comme vous dites, c'est ça, la révolte fait partie de la dignité humaine. Mais c'est un prix à payer, c'est évident. Je t'en prie. Juste dire un mot là-dessus. Je crois que c'est très important, effectivement, ce que vous venez d'évoquer, et puis ça nous renvoie à Camus et à son bouquin assez formidable, qui a été violemment critiqué, entre parenthèses, quand il est sorti par les temps modernes, c'est-à-dire par Jean-Paul Sartre. Moi, on a relié attentivement ce qu'avait écrit les temps modernes. Il a descendu le bouquin, etc., parce que c'était le contraire à la doxa dominante à gauche. Donc, je pense que donc c'est très important. Mais l'idée qu'on va transmettre donc est fondamentale. Mais bien souvent, si on prend du recul sur ce qui s'est passé il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, ailleurs, il y a un film de Elie Souleiman qui s'appelle Le temps qu'il reste. Je vais dire ça en 30 secondes. Et il se met en scène dans le livre, dans le film, pardon. En Palestine, tout ça. Et il est avec son père. Et son père, on le voit à Nazareth en 1948, jeune militant qui se bat contre Tzahal, qui arrive à Nazareth. On le voit vraiment avec une fougue extraordinaire. Et puis on le revoit un peu plus tard dans le film, un peu plus effacé, un peu plus fatigué. Et puis il y a une dernière scène, peut-être 30 ou 40 ans plus tard, où on le voit, il arrive, Suleiman conduit une voiture, il y a son père à côté, et il s'arrête devant une pharmacie. Son père est très, très fatigué, très fatigué. Et la caméra prend la voiture sur sa largeur. Elie Souleiman sort de la voiture pour aller dans la pharmacie. Le père reste, et le père est comme ça. Il a les
épaules voûtées, les épaules voûtées. Et on ne le voit plus après. Et cette image des épaules voûtées, je l'ai rencontrée, notamment en Palestine, de gens que j'avais connus dans les années 90, flamboyants, et que j'ai retrouvés 20 ans plus tard, les épaules voûtées. C'est-à-dire que malheureusement, quelquefois, le temps est lourd et on n'est pas dans le progrès, mais au contraire dans la régression. C'est vrai de la Palestine, par exemple. Voilà, c'était pour vous donner une note d'humour et de joie. Non, mais il faut tenir. Je me révolte, donc nous sommes. Il faut faire une table ronde pour dire « et maintenant ». Voilà, c'est ça. C'est absolument nécessaire, après ces constats subtils que les uns les autres avaient faits. Je crois qu'il s'agit de se dire que faut-il faire pour ne pas tomber dans cette situation. Et je pense que ça, c'est vraiment très important comme complément à ce diagnostic très lucide que vous venez de faire, et y compris qui apparaît dans le roman de Marion. On ne prendra que 2 prises de parole, parce que sinon on va me tuer. Non, on n'a pas le temps. Question hyper courte, probablement sans réponse. Je vous en prie. Il a répondu à Francis Fukuyama en disant cette attitude d'optimisme béat après la chute du mur de Berlin, c'est la fin de l'histoire et donc la démocratie qui s'annonce. J'espère que ce n'est pas pour donner, comme font certaines, raison à Samuel Huntington qui sont clash de civilisation. Je crois que c'est très important de dire cela. C'est très bien, parfait, c'est une excellente question. Excellent, oui. Bonjour, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt votre intervention et donc j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt votre intervention et vous avez parlé de Camus et d'une histoire de la Révolution. J'ai beaucoup entendu des exemples de révolution de printemps arabe et j'étais un peu curieux et déçu de ne pas entendre ce qui s'est passé dans une des derniers processus révolutionnaires qui se passe en Algérie, avec tout ce que vous avez décrit. Révolution citoyenne, police, politique, tout ça. Enfin, moi-même, je suis acteur de cette révolution et je reconnais beaucoup d'aspects que vous avez cités. Voilà, comment vous voyez justement cet étouffement de processus révolutionnaire en Algérie? Pourquoi on en parle très peu en France? En Algérie? Oui. Alors, on peut reprendre parfois un peu le point de l'histoire, mais globalement aussi, vous avez parlé de Hong Kong, vous avez parlé d'autres processus révolutionnaires et de l'autoritarisme international qui soutiendrait la contre-révolution. Alors peut-être qu'en Algérie, c'est autre chose. On voit bien que les régimes aussi dits démocratiques soutiennent un régime dictatorial en Algérie. Voilà. Merci beaucoup, merci. Vous n'avez pas une autre question, parce que celle-là est difficile. Comment appliquez-vous vos analyses à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui? Ben, merci à tous. Et maintenant, c'est à vous de répondre. C'est plutôt à toi. Non, mais sur l'Algérie, si vous avez posé une question sur l'Algérie, Oui. J'ai jamais rien compris à l'Algérie. J'ai vécu en Algérie il y a longtemps, et il y avait un système militaire, une caste militaire au pouvoir, et c'était il y a longtemps. J'étais je commençais j'étais assistant à la fac, et donc bien des décennies plus tard, cette caste est toujours au pouvoir. J'ai jamais compris comment c'était possible, comment il y a eu cette transmission du pouvoir. Et l'exemple que vous donnez, quand vous évoquez l'Algérie, ça serait un débat à lui seul, je veux dire, mais c'est un peuple tout entier. Là, pour le coup, quand je disais, il y a rassemblement, ils ont tenu en plus sur le temps. C'était extraordinaire, le Irak. Et malgré tout, le système l'emporte. C'est quelque chose que la puissance de ce système politique qui réussit quand même à faire élire un président impotent, avant qu'il n'ait été écarté, c'est quelque chose de terrible et qui montre justement la puissance de la violence d'État. Alors il faudrait qu'on fasse une analyse de la violence d'État en Algérie, mais elle est considérable. Et en plus, lorsqu'il y a eu, je veux dire,
la vraie révolution pour moi, alors bien sûr l'Irak était une révolution, mais la grande révolution, la première, elle était bien antérieure, elle était celle de 1988. Et celle de 1988, qu'est-ce que ça a donné? Alors c'est un vaste sujet, mais ça a donné des élections, chacun s'en souvient, ça a donné une nouvelle constitution extrêmement progressiste, ça a donné une florescence formidable de partis politiques. Et quand les élections sont arrivées, c'était le fils qui était au pouvoir. Si on avait été au bout, alors c'était le grand débat, et je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais le premier tour des élections législatives, vous vous souvenez, c'est le fils qui est très largement majoritaire. Et il n'y a jamais eu de deuxième tour. Jamais de deuxième tour. L'armée est intervenue avec son haut comité d'État. Et on sait ce qui s'est passé après, une tragédie absolue pour le pays. Et voilà. Et voilà encore un exemple où une révolution a eu lieu, celle de 88-89, et où les islamistes ont gagné. Les islamistes ont gagné les urnes. Alors ça pose un vrai débat de savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, mais c'est un sujet. Je vois bien vos réactions. Vas-y si tu veux, shérif, mais je veux dire, je prétends pas parler de l'Algérie dans 5 minutes. Et puis sur l'Ukraine. Là, nous avons affaire à une agression d'État. On a affaire à une agression d'État très clairement, et on est. Alors là, on est dans une logique totalitaire où il y a. C'est un chapitre entier du bouquin sur la notion de vérité, la vérité d'État. Et nous sommes dans un système totalitaire en Russie qui agresse un État indépendant. Et là, nous ne sommes pas dans une révolution, nous sommes dans une résistance complètement légitime d'un État souverain qui a été agressé par la Russie. Là-dessus, c'est absolument clair. Enfin, clair. Il y a une toute dernière, mais question de 1 seconde. Je t'en prie, vas-y. Chérif, je te propose de donner la réponse dans ta question, ça gagnera du temps. Pour dire que s'il y a une leçon à tirer de l'exemple algérien, c'est précisément que ça contredit, pardon Jean-Paul, mais ça contredit entièrement cette histoire de jeu, c'est-à-dire de cette individualisation de la révolte, qui correspond tout à fait à l'atmosphère aujourd'hui. Aujourd'hui, Camus a gagné contre Sartre. C'est-à-dire qu'il y a l'individualisation, le libéralisme politique, pas simplement le libéralisme économique, le libéralisme politique, l'individualisation de la révolte. Et la preuve que ça ne marche pas, c'est que vraiment, ce qui n'a pas marché en Algérie, c'est depuis très longtemps la destruction de tous les moyens de communication, de toutes les médiations sociales, de toutes les structures qui permettaient précisément la prise en charge collective. Je te remercie d'avoir fait la réponse dans la question, c'est parfait. Merci à tous. Je pense que ça, c'est une vraie, une vraie question fondamentale. On fera un autre débat là-dessus. Donc, on verra d'autres débats. On est là pour ça. Venez à l'IREMO. On va sans doute relancer notre discussion dans d'autres débats à l'IREMO. Merci à tous. Hélas, le temps était trop court. J'ai protesté, mais il n'y avait rien à faire. Donc...